Contrairement à ce qui est affiché sur votre écran, je suis bien Jean-Claude Lacassin, mais je suis sur l'ordinateur de Thierry parce qu'on a un petit souci informatique. Ah, ça défile pas. Un instant, voilà, j'appuie là un peu. Donc, comme vous l'a dit Charles en introduction, la pédologie, c'est la science du sol. Cette science est relativement récente, elle date du 19e siècle. On pense que c'est un Russe qui a mis au point les premiers fondements de la science du sol, Doukhatcheyev. Et comme vous le voyez aussi sur l'image de droite, on y marche dessus, mais pour l'observer, l'étudier, il faut aller plus profondément avec une tarière ou des profils de sol. Donc la pédologie étudie cette couche meuble, elle essaye de la caractériser sur ses aspects physiques, chimiques et biologiques. Elle essaye aussi de cartographier, de faire une représentation spatiale des différentes unités de sol et elle essaye de les classer. En France, on rattache en fait à des unités typologiques de référence. C'est le référentiel pédologique 2008 qui est accessible gratuitement sur le site de la FES, de l'Association française d'études du sol. Donc, rapidement, le sommaire qui s'affiche sous vos yeux. Je vais évidemment vous dire ce que c'est qu'un sol. C'est cette couche meuble supérieure au-dessus de la croûte terrestre, au-dessus des roches. C'est composé de différentes particules minérales, des matières organiques et heureusement aussi d'eau et d'air et d'organismes vivants intimement associés. Donc, le sol est un écosystème à part entière. Comment se forme un sol? Au départ, je vous accélère la formation d'un sol puisque ça peut prendre jusqu'à un millier d'années, hein. Il faut compter plusieurs siècles sous climat tempéré pour former un sol de plusieurs décimètres de profondeur. Un exemple ici dans les Hautes-Alpes, une dalle de grès de houiller, donc une roche intacte. Au fur et à mesure du temps, les lichens, qui sont une association d'algues et de champignons, vont s'installer tranquillement sur la roche. Ils se nourrissent essentiellement des composés minéraux qui sont dans l'air. Ensuite, on accélère. Donc, sur la photo de gauche, il y a une certaine fissuration qui s'est mise en place. En général, là, on est dans les Hautes-Alpes, c'est dû à l'action du gel et du dégel, mais ça peut être aussi dû aux secousses sismiques. Des végétaux supérieurs commencent à s'implanter, des mousses, vous le voyez sur la photo. Et puis, donc tout ça va accumuler des éléments fins. La roche, pardon, va se corroder. Et un arbre pionnier sur la photo de droite va pouvoir s'installer ici, genevrier. Donc, la formation d'un sol, c'est une longue genèse, hein. Ça prend jusqu'à un millier d'années, je vous l'ai déjà dit. C'est la pédogénèse sous l'action des facteurs biologiques. C'est la vie végétale et animale qui va apporter de la matière organique et qui donc va épaissir le sol aux dépens de la roche. Sous l'action des facteurs climatiques, essentiellement la température et l'eau, puisque l'eau est le principal vecteur de tout ce qui se passe au point de vue biochimique dans le sol. Le facteur temps, je l'ai rappelé, jusqu'à un million d'années. Et puis des choses auxquelles on pense moins, c'est la nature du matériau parental, c'est-à-dire la roche-mère. Entre une roche-mère granitique ou schisteuse, comme dans le massif des Morts, et nos roches calcaires, évidemment, les sols ne seront pas les mêmes. Et puis, il faut ne pas oublier les activités humaines qui ont fortement influencé l'évolution de ces sols par l'érosion, par la transformation des roches et le contexte topographique, le relief. Donc, un sol se forme très lentement. C'est différent de la roche parce que le sol, c'est la formation et l'individualisation d'horizons pédologiques, c'est-à-dire les couches que le pédologue va décrire, représentées ici par les pointillés rouges sur le schéma central. Donc, du bas vers le haut, on observe une transformation croissante de la roche. Dans les horizons supérieurs proches de la surface, on ne reconnaît plus du tout la roche-mère, le matériau parental. Et la matière organique, elle, diminue de la surface vers la profondeur, puisque la matière organique est apportée par la végétation naturelle ou par les résidus de culture dans les sols cultivés. Donc, on parle beaucoup en fait de sol, mais on parle aussi de façon plus imagée, plus concrète, d'une couverture pédologique à la surface des terres émergées. Et donc, cette couverture pédologique n'est pas continue. Dans les hautes montagnes, sur les falaises, il n'y a pas de sol. Sous la neige, il n'y a pas de sol.
Donc ici, pour illustrer ça, j'ai pris une photo de paysage en haut à droite qui représente donc les contreforts sud de la montagne Sainte-Victoire, avec, pour resituer ce paysage pédologique, un bloc diagramme en haut à gauche qui représente les différentes formes de relief. Sur la partie supérieure du versant, vous voyez les roches calcaires dures affleurantes avec quelques taches de végétation. Donc en fait, ça correspond à un sol en bas à gauche, un sol qui s'est développé dans les fissures de la roche calcaire, un sol rouge sur lequel pardon, se développe plutôt de la garrigue. C'est la partie haute du bloc diagramme en orange clair. En contrebas de ce versant, on voit une pinède sur la photo de droite. En fait, le sol se développe sur, cette fois-ci, un autre type de roche-mère, une autre géologie, un sol développé sur des roches plus tendres, c'est la photo au milieu en bas. Et à la faveur de l'érosion, on va avoir dans le vallon cultivé, là où il y a des oliviers, un sol beaucoup plus épais. Donc, vous voyez bien qu'il y a une répartition spatiale, une couverture pédologique différente entre le haut d'un versant et un vallon qui se remplit d'alluvions et de colluvions apportées par l'érosion des versants. Pour entrer dans le vif du sujet, le sol, c'est d'abord et avant tout un milieu physique, même si j'aime pas trop dissocier à la fois le fait de milieu physique, milieu biochimique. On va y revenir en détail avec l'intervention ensuite de Thierry. Donc le sol, c'est un assemblage de plus ou moins structuré de différents constituants, les plus importants, les constituants minéraux. Et le pédologue va distinguer d'abord la terre fine, donc ce qui est vraiment meuble, qui a un diamètre inférieur à 2 mm. Cette terre fine, qu'on appelle aussi la matrice, elle est soit d'origine organominérale, soit strictement minérale. Et tout ce qui est au-dessus de 2 mm de diamètre, ce sont les éléments grossiers, à savoir donc qu'on appelle également le squelette du sol. C'est toujours des minéraux de diamètre supérieur à 2 mm. Mais il y a aussi des constituants organiques avec les organismes vivants qui se développent sur le sol et dans le sol, avec les racines, mais il y a aussi toutes les graines apportées par la végétation. Graines, vous savez, on dit que le sol est une banque de graines, hein, il y a vraiment beaucoup de graines dans le sol, mais aussi les microalgues, les bactéries, les champignons, tous les micro-organismes vivants, la mésofaune, la macrofaune. On va y revenir en détail avec la deuxième partie. Thierry vous en parlera plus en détail. Et puis ces organismes vivants, ces constituants organiques, eh ben, au cours de leur vie, ils vont finir par mourir. La végétation forestière, dans son cycle végétal en hiver ou tout au long de l'année, va apporter donc des feuilles, des aiguilles qui constituent la litière, et tout ça va être transformé, et on parle à ce moment-là de matière organique des sols. Et cette structuration du sol, eh ben, heureusement qu'il y a des vides entre les agrégats, entre les mottes, parce que l'eau et le gaz peuvent circuler. L'eau de pluie, on appelle ça la solution du sol parce que ce n'est pas une eau déminéralisée, elle est très chargée en éléments minéraux. Et quand le sol s'assèche, c'est les gaz qui circulent dans les vides du sol, dans la porosité, on appelle ça l'atmosphère du sol. Pour caractériser ce milieu physique, les pédologues travaillent sur les textures du sol, c'est-à-dire une appréciation de la composition de toute la terre fine entre les argiles les plus fines, les limons et les sables. Et donc, sur le triangle de texture que vous avez à votre droite, euh, on a un exemple de résultat d'analyse granulométrique. Si j'ai à peu près 50% de limon et 35% d'argile, je tombe dans la classe texturale numéro 7 qui correspond, vous le voyez à gauche, à une texture limono-argilo-sableuse, c'est-à-dire une texture équilibrée. Autre élément important, c'est la structuration du sol. La structure, c'est donc le mode d'assemblage des différentes fractions granulométriques entre elles, avec deux exemples de photos. En bas, à gauche, une structure grenue et à la fois grumeleuse, caractéristique en général des horizons organominéraux de surface sous sol forestier. Et en haut à gauche, une structure beaucoup plus polyédrique subanguleuse. Donc cette structuration, elle est très importante pour permettre le développement des racines, la circulation de l'eau et de l'air. Pour illustrer ça,
ce mélange intime entre les matières minérales et les matières organiques. Vous avez ce schéma pour 100 kg de terre humide d'un horizon de surface d'un sol cultivé. Vous avez en moyenne, si le sol est bien humide, 20 kg d'eau, 2 kg de matière organique, et vous voyez la prédominance des matières minérales pour 78 kg. Et les densités de chacun de ces éléments constituants du sol sont rappelées. Le sol en tant que milieu physique, on a les mouvements de l'eau dans le sol, représentés ici par ce bloc diagramme, avec des mouvements descendants. Donc l'eau va s'infiltrer plus ou moins bien dans le sol en fonction de sa porosité, de sa structure, et ça va descendre à travers le sol. C'est gravitairement qu'une partie de l'eau va descendre dans le sous-sol et atteindre les nappes. On a aussi des mouvements latéraux avec, lorsque le sol est bien sec ou imperméable à la surface, un risque de ruissellement et donc d'érosion à partir de la surface et cette eau ruisselle vers les cours d'eau. Et puis également des mouvements ascendants quand on a une bonne porosité, on a une remontée capillaire qui peut être intéressante pour soutenir l'humidité et alimenter les racines présentes dans le sol. Donc le sol, c'est un lieu de stockage et de transfert de l'eau et c'est très important à prendre en compte pour l'alimentation en eau des cultures ou pour l'alimentation en eau de la végétation naturelle. Comment ça fonctionne? On a constaté qu'en fait que ça fonctionnait bien par le fait que on a un ensemble de constituants qui sont appelés le complexe argilo-humique. C'est une association intime, vous le voyez sur la partie gauche, la représentation physique du complexe adsorbant ou complexe argilo-humique, une association intime entre les argiles, les éléments les plus fins de la terre fine, et la matière organique, les matières organiques transformées en humus. Cette association complexe argilo-humique, elle est électronégativement chargée et elle va attirer à elle les cations, c'est-à-dire les ions électropositivement chargés. Donc le complexe argilo-humique est un complexe adsorbant, c'est-à-dire qu'il peut temporairement retenir à sa surface les cations qui circulent dans l'eau du sol. Et les pédologues vont étudier cette capacité d'échange cationique entre la solution du sol qui contient les éléments minéraux qui vont nourrir les végétaux et le complexe adsorbant qui est le site d'échange, qui est le garde-manger. Donc quand on a une capacité d'échange cationique élevée, le sol est considéré comme ayant un bon garde-manger et qu'il va bien nourrir les éléments, les végétaux, pardon. J'avais envie de vous parler également des argiles. Pourquoi parler des argiles? C'est un élément très important de la constitution des sols, de constitution de la terre fine. Le mot argile, en fait, désigne plusieurs choses. On a tendance à oublier que les argiles sont au départ des minéraux très spécifiques, très fins, avec des structures particulières. Donc les argiles minéralogiques, vous en connaissez un certain nombre. Ici, je vous ai mis la photo de la kaolinite. C'est des silicates d'alumine hydratés, donc disposés en feuillis. On le voit bien sur cette photo au microscope électronique. Et chaque élément argileux minéralogique aura des comportements différents. Mais c'est également une classe granulométrique. Donc, je l'ai déjà dit au départ, mais je présente ici l'échelle granulométrique qui est le résultat de l'analyse granulométrique en laboratoire. Donc, tout ce qui est terre fine inférieure à 2 mm, suite à une analyse granulométrique, on peut le classer les plus gros, les sables, les intermédiaires, les limons, et vraiment ce qui est très très fin, 0,02 mm ou 0,2 micron, c'est l'argile. Mais c'est aussi des roches sédimentaires. Si vous consultez une carte géologique du BRGM, vous verrez que les roches argileuses, donc qui vont contenir forcément des éléments très fins avec des argiles minéralogiques, les cartes géologiques parfois indiquent que c'est une roche argileuse des argilites. Donc un mot pour désigner en fait trois choses différentes. Je vous le disais, ces argiles ont des comportements très importants, très intéressants à la fois pour l'homme, pour la culture et pour le comportement des arbres.
Quand le matériau est sec, il est solide. C'est pour ça que, par exemple, en Afrique, l'homme exploite les sols argileux pour faire des briques, comme on le voit sur la photo en haut à gauche. Par contre, dès que ça s'humidifie, dès que le sol est saturé en eau, les argiles sont plastiques et le passage d'un tracteur, d'un engin lourd, va compacter, créer des ornières, tasser le sol. Donc les argiles sont flocculées par les cations et elles sont dispersées par l'eau quand les cations sont absents. Et sur la photo de droite, on voit quelque chose de très connu, c'est la rétractation des argiles après dessiccation. Un autre exemple ici concret, entre le gonflement et la rétraction, que j'ai illustré ici par le comportement de la kaolinite, ici en rouge. En milieu humide, elle est déjà les feuillets sont très étroits et en milieu sec, ils se rétractent très peu. Alors que la montmorillonite, c'est une argile gonflante, vous voyez, qui crée un réseau très large en milieu humide et qui va se rétracter plus ou moins bien en milieu sec. Autre comparaison également avec l'illite. Donc, vous voyez trois comportements très différents dans le gonflement et la rétraction de ces argiles. Je voulais également évoquer l'importance du calcaire dans nos régions méditerranéennes, de Perpignan à Nice et même en Corse. On a beaucoup de roches calcaires et ce comportement va induire des fonctionnements de sol très différents. Alors, il n'y a pas de calcaire partout. Par exemple, en Corse, il y en a uniquement sur le plateau de Bonifacio. Vous connaissez les massifs granitiques et schisteux des Morts, le massif volcanique de Estérel, les Cévennes, etc. Je ne vais pas tous vous citer les zones géologiques qui ne sont pas carbonatées. Donc le calcaire, c'est une roche carbonatée, CaCO3, qui va, sous l'action de l'eau de pluie et quand la végétation s'est implantée, va être dissous par l'eau de pluie et par les acides organiques produits par la végétation. Donc le carbonate de calcium en tant que roche, le calcium n'est pas soluble. Par contre, sous l'action de la dissolution de l'eau de pluie et des acides faibles fournis par les humus, ce calcium va devenir libre dans la solution du sol et il va être échangeable entre la solution du sol et le fameux complexe argilo-humique dont je vous ai initialement parlé. Et ça va avoir un rôle très important, ce calcium libre dans la solution du sol. C'est un flocculant, il va participer à la stabilité des agrégats, donc un rôle majeur sur la structuration des sols. Le calcium favorise la nutrition minérale jusqu'à un certain point via la remontée du pH et favorise également l'activité biologique jusqu'à un certain point, notamment par rapport à la dégradation des humus, mais sans doute Thierry y reviendra. Donc je rappelle ici l'échelle des pH. Vous savez tous qu'en région méditerranéenne, il y a des végétaux calcaricoles, c'est-à-dire qui poussent très bien en sol carbonaté, des espèces plutôt neutres, c'est-à-dire qui vont supporter à la fois des sols plutôt acides et des sols plutôt basiques. On peut citer le chêne vert et puis des végétaux qui supportent des pH acides, comme par exemple le châtaignier ou la bruyère arborescente. Alors ne vous affolez pas par ce schéma, c'est simplement pour illustrer que le sol est un milieu biochimique. Un milieu biochimique, vous aurez le temps d'étudier ça. Le sol est un réacteur biochimique. Il y a des échanges permanents, des réactions permanentes entre les constituants minéraux, les constituants organiques. C'est un milieu vivant. Il y a des échanges via la solution du sol pour nourrir les plantes et puis il y a également des pertes par drainage. Venons-en aux constituants organiques, après avoir parlé des constituants physiques. Donc aujourd'hui, on s'intéresse uniquement au sol sous la forêt. Donc il y a des matières organiques dites fraîches ou brutes qui arrivent à la surface du sol, qui constituent la litière, avec les feuilles, les aiguilles mortes, le menu bois, et également dans le sol en lui-même des racines mortes, de la faune qui est la mésofaune, la microfaune, tout ça, ça finit par mourir. On peut rajouter, j'ai mis entre parenthèses, puisqu'on a du pâturage dans nos forêts méditerranéennes, les déjections du bétail, des bovins, des ovins, etc. Et puis la faune sauvage aussi. Michel me le rappelle en aparté. Donc ces matières organiques fraîches ou brutes vont être transformées par les actions biochimiques du sol en différents humus.
Et le pédologue dans le sol va distinguer la matière organique libre, c'est-à-dire des matières organiques plus ou moins fragmentées par la vie du sol. Et au fur et à mesure du cycle du carbone, de l'évolution de ces matières organiques libres, ça va être des humus bien transformés. Donc, quand c'est des humus, on ne reconnaît plus l'origine des matières végétales ou des matières animales à l'origine. C'est la matière organique liée, c'est-à-dire la matière organique qui est liée aux argiles, c'est le fameux complexe argilo-humique. En conclusion de ma première intervention, euh, les collègues avaient souhaité que je compare un peu les sols sous culture des sols sous forêt. Alors, évidemment, sous culture, malgré les évolutions vers la transition agroécologique, pardon, les sols, notamment les sols cultivés en hiver, sont des sols nus, c'est la photo en gauche, et ça provoque notamment des érosions hydriques, mais aussi des érosions éoliennes. Comme il n'y a pas souvent d'apport de matière organique, puisque l'élevage a souvent disparu, et que en plus, pardon, et qu'en plus les résidus de culture sont souvent importés, on a des sols qui s'appauvrissent en matière organique. J'aurais dû prévoir de l'eau. Du coup, sous forêt, on a des sols très, très différents, souvent superficiels, très caillouteux, qui ont été en fait déportés par les activités agricoles, notamment dans nos reliefs, sur des pentes fortes. Donc des sols eux aussi très transformés, puisque l'homme en région méditerranéenne est présent depuis l'avènement de l'agriculture et des pastoralismes. Donc nos sols sous forêt sont également très transformés depuis des millénaires. Néanmoins, merci. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont quand même des sols protégés par la couverture forestière, donc des sols plus riches en matière organique que les sols agricoles. Je suis dans les temps. Bon, Voilà, on est bon. bien en bas, ça va. Bon, on reprend. Vous êtes reconnecté. Donc, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez bien? Entendez, bien sûr, mais est-ce que... Ah, je vois même un cœur, etc. Donc, pas de problème. Donc, après Jean-Claude, donc, qui nous a déjà parlé de beaucoup des constituants minéraux et déjà un petit peu des constituants organiques du sol, puisque c'est un séminaire donc qui se fait à propos de la forêt, et la forêt est un milieu vivant, et le sol est aussi un milieu vivant. Alors pourquoi il est vivant ce sol? Alors vous voyez, il est vivant d'abord parce que c'est pas du tout quelque chose d'inerte, un sol. C'est quelque chose qui naît, qui vit, qui croît, qui se développe et qui dans certains cas malheureusement meurt. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il est vivant, mais il est aussi surtout vivant parce qu'il abrite une biodiversité absolument considérable qu'on va un petit peu balayer. Et cette notion de sol vivant, hein, c'est quelque chose que l'on retrouve à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est très, très à la mode, mais en plus, il y aurait de bonnes raisons pour que ça le soit. Mais vous voyez, alors en haut à gauche, vous avez le fameux bouquin Le sol vivant de Jean-Michel Goba, hein, que je vous conseille, qui est un ouvrage assez conséquent. Et puis vous voyez que, eh bien, on parle effectivement beaucoup de sols vivants dans les médias maintenant un petit peu. Et que, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... donc, on va maintenant parler de cette biodiversité qui est abritée par le sol. Eh bien, globalement, on a déjà parlé un tout petit peu, on peut scinder cette biodiversité en trois groupes, biodiversité, ces organismes vivants en trois groupes. Il y a d'abord la microfaune et microflore, bon, essentiellement bactéries, champignons, etc.
qui vont donc de 1 micron jusqu'à 100 microns, c'est-à-dire 0,1 millimètre. Ensuite, on a donc la mésofaune, méso, moyenne. La mésofaune, c'est en gros donc entre 0,1 mm et 2 mm. Ce sont essentiellement, on va en reparler, des colamboles, des acariens, etc. Et puis ensuite, eh bien, il y a effectivement la macrofaune. Alors là, qui va des vers de terre jusqu'aux mammifères, aux petits ratoulis qui vont faire des galeries dans le sol, et en passant par les fourmis, les cloportes, etc. Alors, alors c'est toujours assez spectaculaire quand on parle de cette biodiversité, parce que on arrive à des chiffres vraiment qui dépassent l'entendement. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Des bactéries, eh bien, dans 1 gramme de sol, vous pouvez en avoir jusqu'à 1 milliard. Des vers de terre, vous prenez un hectare de terre et puis vous mettez tous les vers de terre ensemble, vous pourrez en avoir jusqu'à 2 tonnes. Les colamboles dont on va reparler, jusqu'à 500 000 par mètre carré de sol, hein. Et ça, c'est surtout pour des sols forestiers. Jean-Claude vous a dit que c'était des sols, évidemment, souvent plus organiques que les sols cultivés. Donc, quand il y a de la matière organique, il y a de la nourriture, hein, et il y a des organismes. Et donc, les acariens, 3 milliards par hectare. Et puis encore plus considérable, alors personne ne s'est amusé évidemment à le mesurer réellement, mais dans 1 mètre carré de sol, vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 kilomètres de filaments mycéliens, hein. C'est absolument considérable. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment sait-on tout ça? Alors un petit exemple. Dans une forêt méditerranéenne, donc à Saint-Michel, l'observatoire qu'on a beaucoup étudié, eh bien, alors là, ça avance tout seul, ah oui, c'est ça. Je reviens en arrière, on a pu montrer qu'il y avait à peu près 100 000 colamboles dans 1 mètre carré de sol. Alors, comment on fait pour récolter et compter ces colamboles? Eh bien, vous voyez, on a mis donc un échantillon de sol sur une sorte d'entonnoir avec une grille donc dans la partie inférieure. On chauffe un petit peu. Les pauvres colamboles, eh bien, ils aiment bien les milieux humides, donc ils vont aller vers le plus profond, vers le milieu le moins sec. Et puis à un certain moment, eh bien, les malheureux, ils tombent et ils ont une magnifique mort dans l'alcool à 70 degrés. Et donc, on peut ainsi compter le nombre de colamboles et ici le nombre d'espèces que l'on a dans ce milieu-là, sur 1 mètre carré de sol. Là, on est sur une profondeur assez faible, hein, simplement peut-être une profondeur de l'ordre d'une vingtaine de centimètres. Et vous voyez, on peut déterminer, on le fait avec les étudiants très couramment, jusqu'à 100 000 colamboles dans ce mètre carré de sol. Donc, si on va un peu plus loin, dans 1 mètre carré, on en avait 100 000, eh bien, ça nous en fait 10 millions dans 100 mètres carrés, ça nous en fait 1 milliard, donc dans 1 hectare, c'est-à-dire à peu près 100 milliards de colamboles. Alors là encore, ça va trop vite, 100 milliards de colamboles dans la forêt, qui fait à peu près 100 hectares de chênes pubescents. 100 milliards de colamboles. Et donc, alors, on va voir plus loin à quoi servent ces colamboles, mais on a fait une petite estimation qu'il y avait à peu près 100 000 chênes qui portent à peu près 100 000 chênes dans cette forêt. Chaque chêne a environ 10 000 feuilles. Il y a 1 milliard de feuilles. Et donc, vous voyez, on a 100 milliards de colamboles qui vont pouvoir s'occuper de décomposer ces feuilles, mais ça ne fait jamais que une centaine de colamboles par feuille. Alors, vous voyez une biodiversité absolument considérable et il y aurait presque un autre changement de paradigme, c'est-à-dire on peut avoir à partir de là une autre vision un peu de la forêt. Souvent, on me demande, mais c'est quoi pour vous une forêt? Ben, je dis une forêt, ben, c'est avant tout un sol, et puis accessoirement sur ce sol, on a euh, donc euh, des arbres, voilà.
Et donc, vous voyez, dans cette forêt toujours la même, eh bien, quand on pense biodiversité, on pense évidemment au départ surtout aux espèces arborées, arbustives. Ben, vous voyez, les espèces arborées, on en a deux ou trois, du chêne pubescent, de l'érable de Montpellier, etc. Des espèces arbustives un peu plus, mais ça nous en fait jamais que 10 000 pieds à l'hectare, ce qui est déjà pas mal. Des espèces herbacées un peu plus. Et puis par contre, bon, on va laisser les feuilles de côté, mais si vous allez dans le sol, eh bien les collemboles, vous allez en trouver environ. Alors les collemboles, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est des sortes de petits insectes. C'est pas vraiment des insectes, mais ça y ressemble. Ils ont six pattes comme les insectes et ils sont très très fréquents dans les sols. Eh bien là, on en a entre 50 et 100 espèces différentes. Donc là aussi, il y a une biodiversité en termes spécifiques importante, et ça vous en fait 1 milliard d'individus dans un hectare. Pareil pour les acariens qu'on n'aime pas trop quand ils sont dans les oreillers, mais qui sont très importants au niveau du sol. Eh bien là, vous voyez, ça nous fait 2 milliards d'individus par hectare. Et donc, ça n'a rien à voir avec le peu d'espèces arborées. Enfin, pour les champignons, eh bien, 100 millions de kilomètres de filaments mycéliens. Michel Ventier a rajouté 260 fois l'aller-retour Terre-Lune et des milliards de bactéries. Donc, vous voyez que voilà, c'est une autre vision un petit peu de la biodiversité. Et en fait, on pourrait étendre ça au niveau global mondial en disant que finalement, eh bien, on sait maintenant qu'une grande partie de la biodiversité se trouve dans les sols à l'échelle mondiale. Alors, on ne va pas dire si c'est 60, 70, 80%, etc. Les chiffres peuvent varier, mais c'est une réalité que la biodiversité, elle est avant tout dans les sols. Alors là, on a dit qu'il y avait beaucoup d'espèces, on a dit qu'il y avait beaucoup d'individus, mais ce qui est surtout important de dire, c'est que cette biodiversité, elle n'est pas là simplement pour faire joli, elle est là, elle sert à quelque chose, et elle sert notamment en forêt au fonctionnement de l'écosystème dans sa globalité. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces organismes, eh bien, l'écosystème ne fonctionnerait pas. Ce qu'on appelle les cycles bio-géochimiques, notamment donc de la matière organique, etc., ne fonctionneraient pas. Et donc là, vous voyez, très simplement, ben, vous avez une feuille à peu près encore verte à gauche, et puis vous la voyez beaucoup plus décomposée en bas à droite. Eh bien, pour arriver à ça, eh bien, vous voyez un tas d'organismes qui se mangent les uns les autres, mais qui mangent aussi les restes de feuilles, etc. Et voilà, c'est des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes trophiques extrêmement complexes. Et on comprend bien d'un seul coup que si jamais, vous voyez en haut à droite, on a des petits pseudoscorpions, etc., que si jamais ces pseudoscorpions, pour une raison ou une autre, disparaissaient, par exemple, enfin, à la faveur du changement, enfin, en faveur du changement climatique, eh bien, ça introduirait des perturbations dans tous ces cycles et dans tous ces réseaux. Alors là, simplement, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, ça sert à quoi tout ça? Ben, ça sert essentiellement à décomposer les feuilles, donc constituées de matière organique, et les décomposer, et pour une certaine part, les stabiliser et les transformer en humus. Pourquoi je dis pour une certaine part? Parce qu'il faut bien comprendre que quand une feuille se décompose, une partie, évidemment, va se transformer peu à peu en humus, on va y revenir, mais il y a une autre partie qui va directement se minéraliser avec donc sous l'impact des organismes, bactéries, etc., et se repasser sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Alors là, vous voyez que les acteurs qui vont travailler à cette chaîne de décomposition, eh bien, en fait, quand la feuille est assez grosse, de la taille d'1 centimètre, eh ben, ça va être des vers de terre, etc. Et puis, plus le matériau va être amenuisé, et plus on va avoir des organismes de petite taille, sachant que les micro-organismes, eux,
peuvent intervenir à chacune de ces phases. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire tout ça les quatre grands phénomènes qui vont avoir lieu, c'est la fragmentation, donc on amenuise, hein, on réduit, on prend comme si on avait des ciseaux et on va couper les restes végétaux. Donc on dégrade, on minéralise pour une certaine part, et puis surtout, eh bien, on va y revenir, c'est le rôle des vers de terre, on va mélanger de la matière organique, de la matière minérale, et là on rejoint ce que nous a dit Jean-Claude, c'est-à-dire ce fameux complexe argilo-humique. Et puis ensuite, eh bien, on peut avoir des matières organiques, c'était l'objet de la question, stabilisées, qui peuvent persister dans le sol pendant plusieurs centaines d'années et qui constituent l'humus le plus stable. Alors, vous pouvez, pour fragmenter, vous pouvez avoir des fragmenteurs de grande taille, gastéropodes, myriapodes, etc., de taille moyenne, on l'a vu dans la diapo précédente, avec notamment des petits vers blancs qu'on appelle des amphitrhéides, qui sont assez sympathiques et qui, peut-être vous avez vu quelquefois des feuilles qui sont pour ce qu'on appelle squelettisées, c'est-à-dire que quand vous ramassez des feuilles au sol, certaines, vous ne voyez plus que les nervures de ces feuilles. Eh bien, ce sont les annélides, les amphitrhéides et aussi les acariens qui ont consommé les parties les plus molles entre les nervures et qui donnent cet aspect qu'on voyait sur une diapo précédente. Et puis ensuite, les colamboles acariens de plus petite taille, de taille moyenne, mais un peu plus petits, qui vont donc aussi participer à tout ça. Et dans tout ça, évidemment, il faut faire une mention particulière pour les vers de terre. Alors, les vers de terre, on le sait assez peu, mais Darwin avait fait un bouquin entier sur l'activité des vers de terre, et il s'était d'ailleurs fait beaucoup moquer pour s'être intéressé à ces vers de terre dont il disait que c'était peut-être les organismes les plus fondamentaux que l'on pouvait trouver sur Terre. Et il s'amusait voilà, à faire des expérimentations sur les vers de terre. Et donc, ces vers de terre, en fait, il y en a trois grands groupes. Il y a d'une part, c'est les moins nombreux, ce qu'on appelle les épigées, épis au-dessus, hein, donc qui évoluent essentiellement dans la litière. Eux, ils commencent quand même déjà à brasser la matière organique, ils la fractionnent aussi. On a ensuite les endogés. Endo, alors là, c'est ceux qui sont le plus en profondeur. Hein, donc là, ils se nourrissent, eux, de matières organiques qui sont un peu plus dégradées. Et puis, donc, peut-être 20 à 40% dans les premiers centimètres. Mais les plus, j'allais dire, les plus intéressants, les plus spectaculaires, c'est les vers de terre anéciques. Alors, anécique, c'est le A privatif, 100, et puis nécique, c'est la niche écologique, ça veut dire qu'ils n'ont pas de niche écologique précise, c'est-à-dire qu'ils s'amusent à faire le yo-yo entre la surface et la profondeur. Et donc, quand ils reviennent en profondeur, après avoir consommé des feuilles mortes mélangées avec de la matière minérale, eh bien, ils rejettent à la surface ce qu'on appelle des turicules de vers de terre. Vous avez ici des magnifiques turicules de vers de terre, donc dans la forêt de la Sandbaume, et donc vous voyez qui sont finalement donc ces déjections. Et quand on étudie la caractéristique, on va dire chimique, donc et trophique de ces turicules, eh bien on voit que c'est des milieux donc qui sont beaucoup plus riches que le sol en place. Hein, donc, c'est vraiment des acteurs extrêmement importants, à la fois au niveau de la fertilité, mais aussi de la fertilité, de la structure du sol, en créant des agrégats, de la porosité du sol, et tout ça, c'est absolument, il joue absolument un rôle considérable. Et quand on voit des vers de terre, eh bien, en quantité importante, on peut dire, voilà, c'est un sol actif qui a été brassé, mélangé. Alors le problème, c'est qu'à certaines périodes de l'année, vous ne les voyez pas, les vers de terre, hein, parce que c'est trop sec, etc. Euh, ces vers de terre-là, ces turicules que vous voyez dans les deux photos du haut, ils sont très très foncés comme couleur. Ils sont très foncés comme couleur, presque noirs.
Alors là, c'est une particularité un peu anecdotique, c'est que là, ces turicules, ils ont été photographiés, récoltés à un endroit où on avait une charbonnière. C'est-à-dire que dans le sol, donc, il y avait des restes d'une activité de fabrication de charbon de bois, avec une quantité de charbon de bois extrêmement importante, et le ver de terre, eh bien, a finalement récupéré ces, euh, ces charbons, et voilà, donc c'est plus foncé que celui en bas à gauche. Alors, les champignons, bien sûr aussi, deux mots, parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans cette décomposition de la matière organique morte. Il faut savoir que ce sont les seuls, pratiquement, à pouvoir dégrader la lignine et ce qu'on appelle les complexes phénol-protéines. Hein, la lignine qui est évidemment constitutif avec la cellulose des tissus lignifiés, donc du bois des arbres. Hein. Donc, un rôle extrêmement important. Et évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'en forêt, et là c'est toute une problématique qu'on ne va pas aborder maintenant, mais pour qu'il y ait un sol vivant, il faut qu'il y ait du bois mort. Hein. Et que ces bois morts, donc, sont le siège aussi d'une biodiversité extrêmement importante. Alors, continuons un petit peu sur cette formation de l'humus dont on a déjà dit un mot. Eh bien, on revoit ce que nous a dit Jean-Claude tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part de la photosynthèse qui va créer des restes végétaux, enfin au départ des racines, des tiges, des feuilles, etc. Et puis au niveau du sol va se retrouver ce qu'on appelle la matière organique fraîche, matière organique qui, vous le savez, est constitué principalement de quatre éléments, chaux, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et dans cet ordre-là, sachant que le carbone constitue en gros 50% de la matière organique, donc d'un organisme vivant, d'un arbre, d'une feuille, etc. Donc cette matière organique fraîche va se décomposer sous l'activité donc d'un certain nombre d'organismes et aussi eh bien voilà, et puis une partie, on l'a vu, va se minéraliser et une autre partie qui va se conserver, mais par exemple dans les milieux tropicaux, eh bien il y a une part vraiment très prédominante de minéralisation. Dans les milieux tempérés, il y a une part importante d'humification à ce niveau-là. Et là, cette humification, ça va être une transformation des matières organiques qui ont été donc déjà décomposées, simplifiées, etc. Et là, ça va être des phénomènes essentiellement donc plutôt physico-chimiques plutôt que biologiques, comme dans la phase de décomposition. Par exemple, on a dans beaucoup de cas les molécules qui sont issues de la décomposition, qui peuvent être des molécules relativement simples, qui vont à nouveau se polymériser, hein, donner des très grosses molécules qui, dans certains cas, si tout se passe bien, sont des molécules justement qui, étant très grosses, vont être relativement stables. Et on arrive donc finalement à de l'humus, hein, stable dans le sol, dans certains cas, enfin dans tous les cas, qui va un petit peu se minéraliser tous les ans, parce que si l'humus ne se minéralisait pas, ça voudrait dire qu'en permanence, vu ces flèches vertes, eh bien, on aurait une quantité d'humus dans le sol qui augmenterait, ce qui n'est pas le cas. Et puis, finalement, d'ailleurs, c'est essentiellement les pédologues forestiers ont pu définir trois grands types d'humus qu'on appelle donc avec des caractéristiques différentes, qu'on appelle le mûle, le modère et le mort. Alors c'est facile à retenir, vous avez des humus à tête de mule, des humus à tête de mort, ça marche moins bien pour le modère. Bon, euh, et alors, c'est quoi ces grands types d'humus? Eh bien, c'est des humus, si vous voulez, à droite, mule, c'est vraiment l'humus de compétition.
c'est-à-dire un humus où il y a eu une très bonne décomposition de la matière organique, où on a une très bonne activité biologique, par exemple avec les vers de terre, etc. Donc, où on a une bonne humification, et comme une partie de l'humification, ce sont des molécules polymérisées de grande taille, eh bien, on aura plutôt des grosses molécules très stables. Donc, on va retrouver dans ce mule. À l'inverse, le mort qu'on trouve dans des sols on va y revenir, comme des potzols, les mules par exemple, les milieux calcaires dont a parlé Jean-Claude, on a plutôt souvent des mules. Et bien là, au contraire, la décomposition de la matière se fait mal. Souvent d'ailleurs, vous voyez, comme elle se fait mal, eh bien, je peux même utiliser là, on a une couche de matière organique, un peu comme de la tourbe, mal décomposés qui s'accumulent à la surface. Et donc, du coup, les molécules vont mal se polymériser, vont être de petite taille, vont quelquefois migrer en profondeur, en s'alliant d'ailleurs avec des particules minérales. Hein, c'est le principe de ce qu'on appelle l'apozolisation. Alors, ce qui est intéressant de voir pour nous, c'est que finalement, qu'est-ce qui va guider un humus plutôt vers le mort, le modère ou le mul? Alors, j'ai oublié de vous dire, ces humus, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées pour définir les stations forestières. Bien sûr, vous connaissez peut-être cela. Et donc, c'est vraiment des critères voilà. Et donc, c'est pas si compliqué que ça de regarder, on va le voir ensuite, quel type d'humus on a. Mais pourquoi on a dans certains cas plutôt un mort, un modère ou un mule? Eh bien, c'est par exemple lié au type de climat dans lequel vous vous trouvez. Typiquement, si on est dans des zones de montagne, je ne sais pas, dans une forêt de mélèze, de pins à crochets, etc., eh bien, il fait relativement froid et on a donc un ralentissement de l'activité biologique, un ralentissement de toutes les activités, notamment en hiver, mais pas uniquement, et on va plutôt avoir une décomposition de la matière organique qui va être plus lente, une activité biologique plus lente, et on tirera un peu plutôt vers des humus de type modère ou mort. À l'inverse, si vous êtes en climat méditerranéen, mais avec un contraste entre des périodes sèches et des périodes humides, eh bien, ça peut favoriser les humus de type mule, sachant que s'il fait trop sec, eh bien, évidemment, là encore, les activités sont ralenties et on aura, par exemple, ce qu'on peut appeler des xéromodères en liaison avec la sécheresse du milieu. Deuxième paramètre qui joue, la qualité de la litière. Hein, décomposer une feuille de hêtre relativement fine avec des tissus un peu moins lignifiés et avec des terpènes, un certain nombre de substances moins présentes, eh bien, c'est pas la même chose que c'est plus facile que décomposer une feuille, une aiguille d'épicéa, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important et on a même certaines espèces qu'on considère comme des espèces améliorantes, notamment des espèces améliorantes pour la formation de l'humus en quelque sorte, parce que ce sont des espèces qui, par exemple, sont des espèces légumineuses fixatrices d'azote qui vont avoir des quantités d'azote importantes au niveau des feuilles. Et l'azote, eh bien, les petites bébêtes, elles adorent l'azote et donc elles vont travailler beaucoup plus facilement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est extrêmement important justement, notamment dans des activités sylvicoles. Et nous, on a par exemple fait des études où on a étudié des hêtraies natives qui étaient remplacées par des pessières, par des plantations d'épicéas. Et 40, 50 ans après, on commençait à voir une modification de l'humus qui était au départ plutôt des humus de type mule et puis qui évoluait plutôt vers des humus de type modère avec une couche en surface de matière organique qui a du mal à se décomposer, etc. Enfin, donc ça, c'est assez important, évidemment.
la qualité de la litière, qu'est-ce qu'on va décomposer. On pourrait en reparler si on évoquait des aspects, par exemple, de migration assistée, hein, avec des espèces de colomboles ou d'acariens qui voient apparaître une nouvelle espèce qu'ils n'ont jamais vue en se disant, mais comment je vais faire? Ça ne me plaît pas du tout de manger cette feuille-là, etc. Le temps, évidemment, c'est important. Le temps, on l'a dit, eh bien, pour fabriquer un sol et pour fabriquer de l'humus, il faut aussi donc un assez longtemps. Et donc, si vous euh, modifiez le sol par différentes pratiques, etc., si vous le perturbez et que vous modifiez son évolution naturelle, eh bien, ça peut aussi modifier les formes d'humus, etc. Puis bien sûr, le matériau parental, c'est-à-dire là, vous voyez, on est sur une dalle calcaire, eh bien, il est évident que les humus qu'on va avoir sur des sols calcaires avec toute l'importance du calcium et du calcaire qu'a montré Jean-Claude, eh bien, c'est complètement différent que si on est sur des sables, par exemple, dans le domaine aquitain. Donc, ça montre bien aussi que finalement, et c'est ça qui est intéressant, vous voyez que, et c'est pour ça que c'est important aussi au niveau des stations forestières, que mort, modère ou mule, ces trois types d'humus, eh bien, finalement, ça reflète quand même un certain nombre de conditions écologiques et que si on connaît l'humus relativement, et ça on verra sur le terrain comment on peut voir un peu ces humus, eh bien, c'est très important de voir ça. Je vous conseille à ce sujet-là un petit bouquin euh, qui a déjà quelques années, mais il y a plusieurs éditions, donc de, de pédologues forestiers de renom, qui s'appelle L'humus sous toutes ses formes. L'humus de toutes ses formes, c'est une sorte de jeu de mots, parce que finalement, mule, modère et mort, c'est un petit peu ce qu'on appelle des formes d'humus qu'on va définir par leur structure, par la façon dont on les perçoit sur les terrains, avec des feuilles qui s'accumulent en surface, etc., etc., de la matière organique qui ressemble à de la tourbe ou pas, alors que l'humus, hein, cette fraction transformée de la matière organique, on peut aussi la qualifier uniquement par la composition physico-chimique de cet humus, c'est-à-dire est-ce qu'on a des acides humiques, des acides fulviques, etc., etc. Alors, on peut être même plus précis sur ces types d'humus. Vous voyez, je vous ai parlé des mules, des modères et des morts, mais vous voyez que même à l'intérieur des mules, eh bien, vous pouvez avoir des eumules, des véritables mules, des mésomules, etc. Voilà. Et en fonction, donc vous voyez, il suffit de regarder, est-ce que quand je regarde le sol, est-ce que je vois, par exemple, à la fin, simplement des feuilles de l'année qui sont sur est-ce qu'il y a des feuilles qui sont accumulées ou pas, etc., à partir de différents horizons organiques qu'on appelle les horizons OL, OF et OH. Et avec un petit peu d'habitude, on peut facilement, sur le terrain, regarder ce type d'humus et en déduire un certain nombre de choses sur la façon dont fonctionne notre milieu. Enfin, surtout, si on ne pouvait pas parler de la biodiversité du sol sans évoquer ce qu'on appelle les symbioses mycorhiziennes, hein, qui sont donc présentes sur pratiquement la totalité des végétaux supérieurs et qui sont des symbioses. Donc, symbiose, ça veut dire qu'il y a un bénéfice réciproque entre deux types d'organismes. Donc, ce sont des symbioses entre des racines d'un certain nombre d'organismes et des champignons, hein. Donc, vous voyez ici une racine donc de ce qu'on appelle des ectomycorhizes, et vous avez une sorte de manchon qui s'est formé autour de la racine.
et qui va se prolonger, et là on ne le voit pas, par des filaments mycéliens qui vont former un réseau dans le sol absolument considérable. Donc c'est les réseaux du champignon qui finalement jouent un peu le rôle des racines et qui vont permettre donc à la plante, à la racine, de prospecter des volumes de sol absolument considérables, beaucoup plus que ne pourraient le faire les simples radicelles. Et donc, tout ça, ça permet d'améliorer la nutrition de la plante. En plus, il y a des actions protectrices vis-à-vis des micro-organismes. Hein, la conquête du milieu terrestre par les végétaux supérieurs n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas ces champignons mycorhiziens qui jouent un rôle extrêmement important. Alors, comme c'est un bénéfice réciproque, la plante, qu'est-ce qu'elle apporte aux champignons? Eh bien, vous savez que les champignons ne peuvent pas faire la photosynthèse, donc hétérotrophes pour le carbone, eh bien, la plante va apporter les molécules organiques, les sucres, qui sont nécessaires à ce champignon. Donc, quelque chose d'absolument qu'on étudie depuis longtemps, mais qu'on aurait besoin d'étudier encore plus à ce niveau-là. Et vous voyez, on parlait il y a 2, 3 jours beaucoup encore dans une autre réunion de migration assistée. Vous savez, le fait d'introduire dans un environnement où il n'existe pas un arbre en se disant, venant par exemple de régions plus au sud, en se disant ça permettra de préparer le milieu au changement climatique, etc. Eh bien, on est à se poser la question, est-ce que ce ne serait pas intéressant en même temps d'introduire le nouvel arbre, par exemple en prenant euh, cas classique, c'est en prenant des hêtres de la Sainte-Baume et en les introduisant en forêt de Verdun, etc. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'introduire donc en même temps du sol avec des mycorhizes de façon à booster un peu tout ça. Voilà, donc pour terminer cette deuxième partie, eh bien, je vous ai parlé de sol vivant, hein, et donc, bon, vous connaissez peut-être, j'ai mis ça un peu anecdotiquement, des solutions fondées sur la nature, mais comment, d'une façon générale, retrouver des sols vivants? Eh bien, effectivement, eh bien, vous voyez que la matière organique, qui est la clé de toute cette chaîne de cycle de décomposition, eh bien, il faut essayer de maintenir cette matière organique. Alors, par exemple, eh bien, on peut parler des rémanents, etc., quand on est en milieu forestier. Et puis, effectivement, en essayant de retrouver essentiellement tous ces processus naturels qu'on a essayé de décrire ici. Voilà. Eh bien, merci. Merci Thierry. On va rétablir le chat, hein. Comme on a changé d'ordinateur, on n'a pas pu faire toutes les manips à temps. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Là, on va le rétablir de suite. Alors, Le chat est ouvert. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas, écrivez vos questions.
On s'accorde du coup un petit moment pour répondre à vos questions avant de passer à la troisième intervention de Michel Vannetier. Il y a rien, il est vide. Pas de question. On va demander. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont laissé parce que nous, on ne voit rien, des observations sur le. Allô? Bon, on va laisser- on verra ça pour la troisième, à l'issue de la. Ouais. On fera une question à la fin. Alors, questions et réponses. Ah, voilà. Je l'ai vu. Oui, donc on a une question. Oui, il est bon. Concernant l'introduction des plants mycorhizés, les champignons introduits peuvent-ils avoir des effets négatifs sur les autres organismes? Je pense par exemple à un Douglas mycorhizé, qui peuvent avoir des effets négatifs. C'est pour ça que c'est le genre de choses qu'il faut manier avec beaucoup de précaution, hein. Et donc, voilà, j'ai soumis cette idée-là, mais attention, de la même façon que, évidemment, avec la migration assistée elle-même, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de choses, évidemment, qui peuvent poser problème. Je ne sais pas si tu veux répondre. Sans répondre, je peux ajouter qu'il y a eu déjà quelques essais, mais qui n'ont pas été faits en introduisant des plants mycorhizés, mais en introduisant des mycorhizes de zones plus sèches sur des provenances qui venaient de milieux secs où les espèces étaient en train de dépérir. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas l'espèce d'arbre elle-même qui n'était pas adaptée au climat, mais ces mycorhizes. Et qu'en introduisant des mycorhizes venant de milieux plus secs, on rétablissait la croissance et la santé de provenance qui étaient en train de dépérir dans leur zone d'origine, qui se réchauffe et qui se dessèche. Donc c'est vraiment une combinaison des deux. Et quand on parle de migration assistée, on peut faire migrer des arbres et on pourrait aussi faire migrer des champignons. Alors des effets négatifs, c'est tout à fait possible. Après, si ça permet, après des essais qui peuvent être contrôlés, de sauver en fait des espèces qui sont dans leur milieu naturel, pourquoi pas? Endo-ectomycorhize, quelqu'un peut expliquer la différence? Oui, alors je vous ai montré essentiellement des ectomycorhizes, mais ecto, donc le champignon, les filaments des champignons restent à l'extérieur, si vous voulez, de la racine, alors que dans les endomycorhizes, elles pénètrent dans les cellules, donc, et c'est un autre type particulier. Certaines espèces, d'ailleurs, peuvent avoir les deux types de mycorhizes, ectomycorhizes et endomycorhizes. C'est notamment, ça peut être intéressant notamment d'avoir des endomycorhizes pour les périodes en région méditerranéenne quand il fait sec, parce que du coup, le champignon est un peu plus à l'abri, donc au niveau des cellules Voilà. On peut préciser aussi une chose concernant
les relations entre les mycorhizes et de façon générale entre le microbiote, si j'ose dire, des arbres et des bactéries, des champignons qui les aident à prendre les éléments nutritifs et l'eau, c'est que ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en période de forte sécheresse, les arbres qui ont des enracinements profonds vont puiser de l'eau dans les couches profondes et vont exuder de l'eau également par leurs racines, de façon à maintenir vivantes les ectomycorhizes et les communautés bactériennes qui sont autour des racines. Et donc voilà, les champignons et ces bactéries aident les arbres à se nourrir et à boire, entre guillemets. Et quand cette communauté microbiologique a soif, c'est les arbres qui peuvent les aider à survivre. Oui, alors il y avait une question sur les sols calcaires, dans les milieux calcaires, et quel est le type d'humus que l'on trouve préférentiellement? Bah, on est plutôt donc dans des humus de type mule, mais comme je le disais tout à l'heure, si vous avez par exemple, euh, prenons l'exemple dans la région méditerranéenne, d'une forêt de pins d'Alep, donc en milieu méditerranéen, c'est-à-dire avec une sécheresse estivale assez importante. Les aiguilles de pin vont se décomposer quand même pas génialement. Le fait qu'il y ait une période de sécheresse va faire que donc on aura aussi une décomposition qui peut être ralentie pendant une certaine période de l'année. Donc on peut rester sur des mules, mais ça sera plutôt ce qu'on appelle des dismules et dans certains cas même des xéromodaires, même si on est sur des sols calcaire. Donc voilà, c'est pas uniquement, ça ne peut pas être uniquement le type de substrat de roche-mère qui va guider le type d'humus qu'on va trouver. Si je peux rajouter un petit détail sur les débroussaillements, avec juste un indicateur, je vais reparler un petit peu après du rôle des vers de terre, mais entre autres, nous, dans une étude qu'on a faite sur le massif des Morts, donc en sol plutôt acide, on a considéré, on a trouvé que la densité et le nombre d'espèces de vers de terre étaient un des très bons indicateurs de la qualité du sol et de son niveau d'humus et de matière organique. Et il se trouve que là où on a trouvé le plus de vers de terre en densité et en biomasse, c'était sur les zones débroussaillées. Pourquoi? Parce qu'on apporte en permanence des petites quantités de matière organique déjà broyée, donc relativement facile à prendre pour la faune du sol. Et d'autre part, ce broyat fait un paillage à la surface du sol qui protège un peu l'humidité du sol. Et donc, ces sols sous les zones débroussaillées sont à la fois plus riches en matière organique en surface et plus humides que les sols sous la forêt à côté. Ah oui, alors il y avait une question sur. Oui, alors je te réponds à la question sur l'humus et après tu réponds Non, sur sur l'argile. l'argile. D'accord. Ah Ok. oui, vas-y. Sur le On finit sur l'humus. Oui, vas-y. L'humus a-t-il une dynamique saisonnière? Alors justement, ça me permet de préciser que tout à l'heure, je vous ai dit que les formes d'humus, c'était ce qu'on peut observer sur le terrain, hein, ce qu'ont fait les forestiers, c'est-à-dire qu'ils observent comment une feuille de feuille entière se transforme en quelque chose, par exemple une structure grumeleuse, mélange de matière organique et de matière minérale. Donc souvent, on définit d'abord l'horizon, ce qu'on appelle O pour organique OL, c'est la litière, c'est-à-dire les feuilles plus ou moins décomposées. Et puis ensuite, il y a un niveau plus de fragmentation qu'on appelle OF, et ensuite, dans certains cas, un OH. Et en ce qui concerne le premier horizon dans cette forme d'humus, qui est OL, la litière, eh bien évidemment qu'il y a une dynamique saisonnière au niveau de la litière, puisque eh bien, vous pouvez avoir, par exemple, dans le cas de certains humus de type mule, l'ensemble de la litière qui est tombée en hiver, qui va se décomposer en 6 mois, etc. Donc là, ça veut dire aussi qu'il faut toujours, quand on étudie les formes d'humus, voir à quel moment de l'année on les observe. Alors, concernant la question sur existe-t-il une méthode pour reconnaître les types d'argile à l'œil nu sans analyse en labo,
À ma connaissance, non, absolument pas. On fait très peu d'analyses minéralogiques des argiles en laboratoire parce que ça coûte excessivement cher. Néanmoins, vous allez sur le site internet du GIS-Sol, Groupement d'intérêt scientifique Sol, qui regroupe donc un ensemble d'organismes de recherche et de connaissances sur les sols. Et sur le site du GIS-Sol, sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez GIS-Sol. Sur le site du GISOL, vous avez la carte des argiles minéralogiques dominantes dans les sols français, à l'échelle malheureusement du millionième, mais vous aurez donc cette idée de la répartition des différentes argiles minéralogiques dans les sols français à l'échelle du millionième. Ensuite, ça moi j'ai répondu. Ça, c'est répondu. Ouais. C'était surtout Il y avait la question sur les pains. Ah oui, La les pins. signification. Les résineux acidifient le sol. Anti-pain, mais on ne peut pas dire les résineux dans leur globalité. Hein. Première chose, ce n'est pas les résineux dans leur globalité. Par exemple, le Douglas, qui a plein d'autres défauts, il n'est pas forcément un grand acidificateur du sol. Et puis, deuxième réponse, c'est qu'effectivement, un résineux sur un milieu déjà extrêmement acide, etc., va avoir tendance, effectivement, à acidifier encore plus le sol. Mais des résineux sur un milieu calcaire bien pourvu, voilà, Ça tamponne. voilà, le calcium tamponne, etc. Et donc, c'est pour ça que, voilà, anti-pain d'Alep, non, on ne peut pas être anti-pain d'Alep. Enfin, c'était pas marqué d'Alep, là, mais bon, Oui, peut-être. c'est aussi une question de mélange, c'est-à-dire que certains résineux à l'état pur sur des sols déjà acides vont accentuer l'acidification. Il suffit qu'il y ait un mélange avec 20 à 30% d'autres espèces, en sous-bois par exemple, un sous-étage de feuillus, et cet effet d'acidification est considérablement diminué, voire totalement arrêté. Il y avait une question sur les interventions d'éclaircies dans des plantations de pins pignons ou de pins brussia pour amener de la biodiversité et retrouver une strate arbustée. Oui, alors bah, ça c'est une vaste question et il y aura dans le cadre de ce cycle-là une sortie la semaine prochaine, donc dans une station expérimentale qui a été mise en place par Mathieu Santonja, donc de l'IMBE, où justement il y a tout un processus expérimental qui vise à étudier l'impact des éclaircies, l'impact, est-ce qu'on faut laisser les rémanents ou pas, etc. Et puis voir quels peuvent être l'impact sur la biodiversité. Voilà. L'un des résultats, c'est que préliminaires, les éclaircies peuvent être une bonne chose, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que si vous éclaircissez trop, eh bien là, ça peut avoir un impact très négatif sur la biodiversité du sol. Mais voilà, peut-être qu'on n'a pas le temps de... Ah, Oui. oui, si tu veux. Oui, en fait, Ouais. les champignons font partie des filtres qui vont filtrer le calcaire actif par rapport à l'absorption par les plantes. Bon, ok. Ouais. Je crois Donc, qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, on va passer à la dernière intervention, celle de Michel Vennetier. alors, comment on va... mon écran, voilà, sur Ah, mon écran. on va cliquer sur... Euh, il est déjà en... Non, non, il n'est pas en... euh, Oui, mais là, en mode... ben oui, mais je veux bien, mais voilà, voilà. non. Euh, Non, 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 non. non.
Il y a deux fenêtres. Et je vais essayer le truc. Le premier, c'est ça. Parce que ça. Non, mais ça, il ne le voit pas. Ça. Non, mais si. Il ne le voit pas, ça? Non, non, ça, il ne le voit pas. Ah bon, d'accord. Si eux ne le voient pas. D'accord. Bien, donc là, on a vu dans un premier temps les caractéristiques physiques, biologiques du sol, la biodiversité. Maintenant, dans le monde entier, les sols sont confrontés au phénomène de changement, à la fois par le climat qui devient plus chaud à peu près partout, et aussi parce que le climat étant plus chaud entraîne des incendies qui se multiplient dans à peu près tous les milieux, à part les vraiment plus humides, quand c'est pas l'homme qui les déclenche. Et donc, on va essayer de voir comment les sols réagissent à ces nouveaux défis. Alors, juste deux diapos sur le climat. Donc, en ce qui concerne la température en zone méditerranéenne, puisqu'ici on s'y situe, on a déjà gagné 2,2 degrés de moyenne annuelle par rapport à l'ère pré-industrielle, avec des températures d'été qui augmentent depuis 40 ans de 0,5 degrés C par 10 ans. Donc, on est parti sur une trajectoire d'au moins 5 degrés d'ici la fin du siècle, avec des températures maximales d'été qui dépasseront largement les 50 degrés. Donc, quand on entend parler de se tenir à 1,5 degré ou même à 2 degrés C, etc., il ne faut pas trop rêver. Hein. Donc, on sait que les températures augmentent énormément. Concernant les pluies, donc ça, c'est une étude que j'ai terminée récemment, qui a été publiée dans la revue Forêt méditerranéenne. On voit que la pluie dans notre région répond à des cycles. Donc, il y a un cycle centenal qui est basé essentiellement sur l'activité solaire. Ensuite, il y a un cycle que j'ai appelé long, 20 à 22 ans, qui est apparemment très bien synchronisé également avec l'activité solaire et l'inversion des pôles du cycle solaire tous les cycles de 11 ans. Et puis un cycle court, pour l'instant, dont l'origine n'est pas déterminée. Il se trouve que ces deux cycles, courts et longs, ça fait 200 ans qu'ils sont stables, malgré qu'on soit passé de la fin du petit âge glaciaire à la fin des années 1800, en fait, jusqu'à actuellement. Et donc, si on se projette dans le futur en considérant que ces cycles sont stables et qu'avec l'activité solaire qui est actuellement à la baisse et qui risque de l'être encore en moyenne pendant quelques dizaines d'années, eh bien, on devrait aller vers des sécheresses persistantes au cours des prochaines décennies dans notre région. Donc, un climat plus chaud et plus sec, c'est un risque en hausse d'incendie et donc des sols en danger, parce que la végétation va être beaucoup plus déshydratée, le taux d'humidité de la végétation en été est de plus en plus bas, dans des zones de plus en plus vastes. Ça provoque une forte mortalité des plantes, donc beaucoup de biomasse morte, à la fois dans l'étage dominant et dans sous-étage, dans la végétation herbacée. La litière, puisqu'il fait plus sec, et notamment qu'on a maintenant de plus en plus de sécheresse d'hiver, se décompose mal. Donc, ça veut dire des feux plus fréquents, plus violents, avec des températures plus élevées, avec, s'il y a une litière mal décomposée et beaucoup de matière sèche au sol, des feux qui vont être plus destructeurs, notamment dans les horizons superficiels du sol, avec beaucoup moins de matière, donc beaucoup de pertes de matière organique, très peu de végétation résiduelle pour freiner l'érosion, et donc euh, sur le risque d'incendie lui-même, on va avoir des pertes de fertilité qui sont plus importantes que ce qu'on avait dans le passé sur les incendies qu'on avait traditionnels. Mais au-delà de l'impact individuel et classique des feux et des sécheresses, parce qu'il y en a toujours eu dans la zone méditerranéenne, hein, depuis aussi longtemps qu'on remonte dans le temps, il y a toujours eu des sécheresses, y compris très fortes, et des incendies. Sauf que les sécheresses qu'on connaît actuellement, avec leur intensité et leur répétition pluriannuelle, eh bien, ça s'est énormément multiplié, puisqu'on a eu sur les dernières 25 années, trois périodes de sécheresse pluriannuelle qui n'avaient été arrivées qu'une seule fois sur les 100 années précédentes. Et de même qu'on a de plus en plus des incendies puissants et des incendies plus destructeurs.
Et donc, cette combinaison, déjà, les sécheresses répétées vont avoir un effet plus fort que des sécheresses qui sont séparées par des années normalement humides. Et les incendies plus fréquents vont avoir des effets, mais c'est la combinaison et l'interaction entre ces deux phénomènes qui vont avoir des conséquences assez importantes. Parce qu'on a fait donc une étude dans un projet européen où on a étudié l'impact de la répétition des incendies sur l'environnement et sur toutes les composantes de l'environnement, y compris, on avait un très gros panel sur le sol où on a étudié la physique du sol, la chimie du sol, la biologie du sol avec les bactéries, avec la microfaune, avec les vers de terre, etc. On a pu mesurer l'activité du sol et ses conséquences sur la structure du sol. Et on a constaté que les impacts d'une sécheresse étaient d'autant plus forts qu'il y avait eu dans le passé des feux répétés et rapprochés les uns des autres, et que l'impact des feux, quand ils s'étaient produits pendant peu avant la période d'étude ou pendant notre période d'étude qui était au milieu des années 2000, était d'autant plus fort qu'il y avait eu des sécheresses répétées, juste avant ou juste après. Donc on a eu les feux de 2003, puis on a eu des feux en 2007 sur notre zone d'étude, et donc qui était le massif des morts. Et ce qu'on a constaté, c'est que, voilà, que les incendies aient eu lieu juste avant cette période de sécheresse ou pendant ou après, juste après, ça avait des conséquences très importantes et c'était observé sur toutes les composantes de l'écosystème, c'est-à-dire très gros effets sur la végétation, sa composition, sa structure, mais aussi un énorme effet très dégradant sur tout ce qui était le sol et toutes ses composantes. Donc on en a déterminé des seuils critiques. On a constaté qu'un temps inférieur à 25 ans entre deux feux et trois feux en 50 ans, c'est-à-dire en gros un feu à 0, à 25 et à 50 ans, c'était le seuil critique au-delà duquel le milieu, le fonctionnement du milieu s'effondrait. De même pour la sécheresse, on a constaté que 4 sécheresses successives, donc plus que 3 sécheresses d'affilée, avaient un effet extrêmement délétère. Et c'est déjà arrivé 2 fois depuis 2003, puisqu'on a eu dans notre région la sécheresse 2003-2007, et puis là on vient de vivre une sécheresse 2020-2024 qui était également extrêmement intense en moyenne sur l'ensemble de ces années. Et puis, si on combine ces répétitions d'incendies et ces répétitions de sécheresse, ce sont des centaines de milliers d'hectares qui sont impactés dans notre région méditerranéenne et plus largement des millions d'hectares sur l'ensemble des régions méditerranéennes du monde. Alors ça se traduit comment? Sur ce graphique, donc vous avez à gauche la récurrence des feux, à droite la récurrence des sécheresses. Alors les milieux donc en haut qui ont été les plus impactés avec beaucoup de récurrence de feux dans le passé, donc 2, 3 feux, etc. Quand il se produit des sécheresses, comme on a des espèces qui ont été sélectionnées pour leur résistance au stress, on voit que le milieu va être entre guillemets résistant, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement basique qui va plus ou moins résister, mais ce ne sera pas résilient. Pourquoi? Parce que en rajoutant des stress, on va enlever de l'écosystème un certain nombre d'espèces qui jouent un rôle clé. Et donc, même si la qualité du sol ne se dégrade pas au-delà d'un certain seuil au cours des 3 premières sécheresses, en fait, le milieu va fonctionner quand même de moins en moins rapidement. Et à la 4e sécheresse, il y a un effondrement de l'écosystème. De la même façon, sur les zones qui ont peu brûlé dans le passé, peu ou pas d'ailleurs, le milieu a une très grande communauté, très riche, très diverse, qui fait que à peu près toutes les fonctions vont rester assurées. Donc le milieu n'est pas résistant, on va observer une baisse de l'activité du sol qui va être très forte, on va observer une disparition de certaines espèces végétales, mais elles sont capables de revenir. Par contre, comme le milieu n'est pas résistant, on va tomber de plus en plus bas. La résilience va se maintenir pendant 3 sécheresses, mais la 4e sécheresse d'affilée, le milieu s'effondre. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut complètement inverser récurrence des feux, récurrence des sécheresses. C'est-à-dire qu'un milieu qui a été soumis à peu de sécheresse ou qui va être soumis à beaucoup de sécheresse va être soit résistant, soit résilient, mais quoi qu'il arrive, au 4e feu en moins de 50 ans, le milieu va s'effondrer. Alors, comme exemple, j'ai pris les vers de terre, puisque ce sont des espèces qu'on a énormément étudiées dans ce projet européen, et on a poursuivi l'étude de ces vers de terre dans les années qui ont suivi, en fait jusqu'en 2012, pour voir comment ces vers de terre étaient résilients.
Donc au départ, en 2005, c'était déjà 2 années après les feux de 2003. Et là, on compare par rapport à la population initiale qu'on avait mesurée en 2005. On voit qu'au départ, on avait 6 espèces de vers de terre et que dans les zones qui avaient subi de nombreux feux dans le passé, donc au moins 3 feux sur les 50 dernières années, en général, là, j'ai pris le cas de 3 feux dans les dernières 50 années, eh bien, on voit que à la fin, on n'a plus qu'une ou deux espèces de vers de terre. La taille des vers a été considérablement diminuée. Au départ, on avait 6 à 15 individus donc, au mètre carré, hein, et à la fin, on n'avait plus que quelques individus au mètre carré. Et la biomasse de ces vers de terre, vous voyez, en 2006, on était à 12 à 20 grammes par mètre carré sur les autres parcelles témoins, donc qui n'avaient pas brûlé. On n'était plus qu'à 2 à 7 grammes par mètre carré, là où les feux avaient été fréquents dans le passé. Et si on regarde avec les sécheresses qui ont duré jusqu'en 2007, pardon, les populations en 2008, elles ont été divisées par 4 dans les témoins, par 15 dans les zones qui avaient subi 3 ou 4 feux, et la biomasse a été divisée en gros par 10 à 100, par 10 dans les témoins et par 100 là où il y avait eu des feux. Donc la répétition des sécheresses a totalement décimé les populations de vers de terre. La taille des vers a beaucoup diminué, il n'y avait quasiment plus aucun adulte, il n'y avait plus que des juvéniles en très petite quantité. Et il y a un feu qui est passé en 2007 sur une de nos parcelles, témoin. C'était après la 5e année de sécheresse, donc de 2003 à 2007. On est passé de 9 vers à mètre carré à 1 vers tous les 10 mètres carrés. Donc la population, même dans les parcelles témoins, à la 5e année de sécheresse, et avec un feu, a été divisée par 100. Quand on sait l'importance des vers de terre dans le fonctionnement de ces écosystèmes, vous voyez que ça a un effet absolument très important. Alors, concernant la matière organique, on a mesuré également comment elle évoluait en quantité euh, entre donc, les témoins qui n'ont pas brûlé depuis 50 ans, les zones qui avaient subi 3 feux en 50 ans, et les témoins, on en a trouvé très peu. Il y avait 2 parcelles qu'on a trouvées dont on avait la certitude qu'elles n'avaient pas été brûlées par des feux sauvages depuis 200 ans, mais qu'elles n'avaient pas non plus subi de brûlage dirigé, de ce qu'ils appelaient les petits feux dans le temps. Hein, les gens nettoyaient les sous-bois avec le feu parce qu'il fallait que ce soit pénétrable pour gemmer les pins, pour récolter les bruyères, pour exploiter, pour faire les charbonnières, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que il y a une part à peu près constante de ce qu'on appelle la matière stable, hein, centenale, c'est les charbons. Eux, ils sont quasiment pas dégradés. S'il y en a qui se dégradent, les nouveaux feux vont en créer de nouveaux. Voilà. Par contre, la résilience, elle se fait avec la matière organique dégradable, qui est vulnérable. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, ce qui est en vert, c'est la matière organique dégradable sur les 5 premiers centimètres de sol. Et vous voyez que sur la zone d'étude, qui était le massif des morts, on n'avait quasiment pas de matière organique, très très peu, entre 5 et au-delà de 5 centimètres. Donc là, on l'a mesuré entre 5 et 20, il y en avait encore moins en dessous de 20 centimètres. Et vous voyez qu'en 200 ans sans incendie, on est passé à une quantité de matière organique qui a certes gagné 330%, mais en fait, parce qu'on partait de quasiment rien, et en pratique, il y a encore moins de matière organique entre 5 et 20 centimètres au bout de 200 ans sans incendie qu'il n'y en avait dans les 5 premiers centimètres sur les témoins de 50 ans. Par contre, on a beaucoup gagné sur la matière organique des horizons superficiels, c'est l'humus qui est en train de se reformer, sauf que c'est les 5 premiers centimètres et qu'il suffit d'un seul feu après quelques sécheresses pour qu'une bonne partie de cette matière organique soit très fortement dégradée et disparaisse à cause de l'érosion. Voilà. Et puis alors les feux, quand il y a eu 3 feux en moins 50 ans, on a plus que divisé par 2 la quantité de matière organique qu'il y avait dans les 5 premiers centimètres. Il n'y a quasiment plus rien en dessous. Donc vous voyez que 3 feux en 50 ans. Dans les milieux méditerranéens, qui sont déjà relativement pauvres en matière organique à l'origine, ça a un effet très important. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a relativement peu de matière organique, que quand ça ne brûle pas et qu'il n'y a pas trop de sécheresse, on a un gros potentiel de stockage, parce que ces sols pourraient encore stocker physiquement des très grosses quantités de matière organique, à condition que le climat et le fonctionnement de la forêt
le permettent. Alors, je vais revenir juste sur la biodiversité. Je ne vais pas refaire les chiffres qu'on vous a déjà donnés, mais c'est pour vous montrer que cette diversité, elle est essentielle pour la qualité du sol, de façon précise. Donc, premier critère, la porosité. La porosité, c'est ce qui va permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc, vous avez la macroporosité créée par exemple, les vers de terre, qui permet à l'eau de s'infiltrer. Hein, il y en a environ, on va dire, on parle d'un facteur 100. Après, vous avez la mésofaune. Vous avez cité les amphitrhéides, hein, qui vont être 1000 fois plus nombreux. Et ça va créer, toute cette mésofaune va créer des réseaux qui vont aller dans toutes les directions, qui vont permettre de redistribuer l'eau qui s'infiltre dans tout le sol. Mais tout ça, c'est des réseaux où l'eau va simplement circuler. Elle va effectivement plus ou moins humecter les argiles et les éléments du sol, les limons qui sont capables d'absorber de l'eau, hein, qui sont hydrophiles, mais ça ne permettra pas non plus de stocker autant d'eau que pourrait en stocker le sol. Par contre, c'est la microporosité du sol, de l'activité de toute la microfaune, et là on passe encore à un facteur multiplié par 10 ou par 100 en termes de quantité, de distance de pores et de galeries dans le sol, et ça va énormément contribuer à stocker l'eau dans le sol. Donc voilà, donc cette activité du sol, elle est absolument essentielle pour stocker l'eau dans le sol, l'infiltrer, la distribuer et ensuite la garder. Donc s'il y a peu de vie dans le sol va énormément perdre sa capacité à infiltrer l'eau et ensuite à la conserver. Ensuite, les intervenants précédents vont aussi parler des agrégats. Ces agrégats, ils ont un rôle essentiel, on l'a déjà dit, c'est de résister à l'érosion, au tassement, parce que ces agrégats, hein, ils sont très riches en carbone, qui vont coller les particules entre elles, ils sont riches aussi du mucus des services, enfin de l'intestin de tous ces animaux qui digèrent la matière organique, et donc si vous appliquez de l'eau sur un sol où il n'y a pas de turicule, sur le sol brut d'une forêt, rien que l'impact des gouttes de pluie au cours d'une très grosse pluie va être capable d'enlever plusieurs millimètres d'épaisseur de sol. Et ensuite, il va y avoir le ruissellement qui va suivre et qui va éliminer toutes ces particules. Donc, vous allez énormément perdre directement par l'impact des gouttes de pluie. Si vous faites la même chose sur des turicules, vous allez perdre quelques dixièmes de millimètres avec la même intensité. Ça, on l'a testé, nous, dans notre projet européen. Hein, on a envoyé de la pluie artificiellement sur des sols avec et sans turicules, sur des sols de zones témoins où le sol était couvert de turicules et d'autres sur des sols fortement brûlés dans le passé où il y avait très peu d'activité biologique. Et on a vu qu'il y avait une différence de 1 jusqu'à 10 en termes de quantité d'érosion en surface du sol pour un niveau d'intensité de pluie donné. Donc là aussi, c'est à toutes les échelles que ces agrégats se forment. Les agrégats des vers de terre, ensuite la mésofaune qui va créer des micro-agrégats de l'ordre d'un dixième de millimètre en gros, et puis la microfaune qui va créer des micro-agrégats, parce que tous ces animaux, ben, ils digèrent, donc ils font leur crotte, et donc on vous a dit, tous ces agrégats se répartissent dans le sol. Et l'intérêt de ces agrégats est double, c'est que étant très résistants par eux-mêmes, ils sont beaucoup plus résistants au tassement, pas seulement à l'érosion, mais aussi au tassement. Et puis, vous avez l'exemple, si vous mettez de l'eau sur un sol fin, elle ne va pas beaucoup s'infiltrer. Vous envoyez de l'eau sur un sac de billes, hein, ou sur un sable grossier, donc avec beaucoup de particules un peu compactes. Enfin, l'eau va pénétrer parce que ça va laisser beaucoup d'espace entre tous ces agrégats. Donc, ça fait une structure alvéolée, laissant des vides, qui va aérer le sol et qui va permettre au sol de résister à l'érosion et au tassement. Et ça, c'est très important. Et ensuite, il y a la diversité qui est essentielle. Là aussi, ça a été un peu abordé. Cette activité, c'est plus il y a de diversité fonctionnelle, donc plus les cycles biogéophysiques sont alimentés, les éléments nutritifs, les oligo-éléments, le carbone, etc. Hein, et on a donc bien vu à quel point donc, la disparition de certains éléments, quand le diagramme où vous aviez nombre de feux et nombre de sécheresses, hein, on a vu qu'en fait, pourquoi les sols fortement stressés n'étaient pas résilients, c'est parce qu'on perdait à chaque stress, on allait perdre certains éléments de la diversité fonctionnelle, donc il y a des fonctions qui n'étaient plus assurées.
Alors, il y a la diversité des recycleurs de la matière organique, c'est la continuité de la chaîne de fragmentation et de décomposition, hein, qui a été largement commentée, donc je ne reviens pas. Et la diversité des chaînes alimentaires, il y a des proies, il y a des prédateurs pour une très bonne régulation. Et donc, si on manque de certaines proies ou de certains prédateurs, c'est tout l'équilibre biologique avec des espèces qui risquent de devenir très dominatrices, hein, et donc des pertes de biodiversité. Et puis, quand on descend dans l'échelle de la vie du sol, il y a un rôle qui est peu étudié, mais qui commence à être très bien étudié et qu'on a étudié dans d'autres milieux où ça s'est révélé absolument crucial, ben, c'est les virus. Les virus jouent un rôle absolument fondamental dans la régulation de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce que quand ils sont, on va dire, des parasites, ils sont très contagieux, et dès qu'il y a une espèce qui prend trop d'importance, et c'est vrai dans les sols, et qui commence à dominer les autres et qui risque de faire perdre de la biodiversité, eh bien, les virus vont se multiplier sur cette espèce parce qu'il y aura plus de contamination entre individus, puisqu'ils sont plus nombreux, et vont réguler, et donc ils vont garder, entre guillemets, l'équilibre entre les différentes composantes de la vie du sol. Donc maintenant, le bilan carbone de tout ça, ben, on a une forêt qui a beaucoup perdu en productivité, hein, à l'échelle de la forêt française, la productivité a considérablement diminué au cours des 25 à 30 dernières années. On a déjà des régions dont les forêts sont devenues émettrices de carbone et non plus fixatrices de carbone à cause des dépérissements forestiers. La productivité est réduite, le sol s'appauvrit. Et donc, on a une augmentation de ces sources de carbone par les incendies, l'érosion, les défoliations des arbres. Moins de stockage aussi à terme dans le bois exploité, puisque si la forêt pousse moins vite, les arbres seront moins gros, moins haut, on va produire moins de bois d'œuvre, plus de bois énergie et d'industrie en proportion. Hein, donc, on va perdre sur le stockage du carbone. Et donc, nos forêts, globalement, sur leur cycle de vie, vont avoir un rôle réduit dans la fixation du carbone et donc dans l'atténuation du changement climatique. Et ça, c'est un des gros risques, c'est qu'à l'échelle de plus en plus de forêts dans le monde, on constate que les forêts ne fixent plus de carbone, mais en relarguent dans l'atmosphère. Donc, pour que les sols restent fertiles, il faut, comme on l'a dit, de la matière organique, de la biodiversité et de l'activité, et donc il faut de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas d'activité dans le sol. Donc ça peut être un des rôles de la gestion forestière. Protéger les sols par les méthodes d'exploitation, bien sûr, qui doivent être douces, limiter les dépérissements par des actions dont on va parler pour conserver la productivité. Alors les actions qui peuvent être recommandées, éclaircir les peuplements. Pourquoi? Parce que en fait la surface foliaire d'un peuplement végétal, dans un contexte donné, dans un milieu donné, elle est strictement proportionnelle à l'eau disponible. Et donc, s'il y a moins d'eau disponible, il faut qu'il y ait moins de feuilles, il faut qu'il y ait moins de surface foliaire en général. Et donc, si ce n'est pas l'homme qui s'en charge, c'est la nature qui s'en charge, et ça s'appelle les dépérissements. Donc, on a intérêt à anticiper ces dépérissements. Ça ne veut pas dire qu'il faut éclaircir tous les peuplements, bien sûr, hein. Il y a des peuplements en libre évolution, il y a des réserves naturelles, il y a des forêts anciennes, etc. Mais quand on veut des peuplements gérés qui conservent leur fonction productive, il faut les éclaircir dans toutes les classes d'âge. Ça peut être éclairci dans les arbres dominants, dans le sous-bois ou dans le sous-étage. Il y a des expériences, par exemple, qui montrent que faire du sylvopastoralisme en réduisant la densité du sous-bois et en favorisant une végétation herbacée avec du pâturage a significativement amélioré la santé des arbres dominants. Voilà. Après, donc, comme on vous l'a dit, il ne faut pas éclaircir trop fort, mais il n'y a pas de règle sur l'intensité. Ça dépend de quelle espèce il s'agit, ça dépend du sol sur lequel on travaille, ça dépend du climat dans lequel on travaille. Mais donc là, j'ai donc une base de données où j'ai recueilli plus de 100 articles sur les éclaircies du peuplement. Dans 99% des cas, l'éclaircie raisonnable des peuplements, avec une intensité adaptée au type de peuplement, a réduit le dépérissement, a limité l'impact des sécheresses et des canicules et a favorisé la résilience des peuplements après le stress. Donc, il n'y a pas photo, les peuplements plus clairs résistent mieux et sont plus résilients que les peuplements trop denses par rapport à l'eau disponible.
Ensuite, rajeunir. Pourquoi? Parce que, là encore, majoritairement, ce n'est pas un cas totalement général, il y a des exceptions, les peuplements âgés sont plus sensibles que les peuplements jeunes. Pourquoi? Parce que les arbres âgés, ils ont atteint une certaine hauteur, et s'ils sont âgés, c'est qu'ils ont poussé dans un climat, dans nos régions, qui était beaucoup plus humide et beaucoup plus sec. Donc, ils ont gagné en hauteur et ils n'ont finalement pas investi autant dans les racines puisqu'il y avait suffisamment d'eau. Et ces arbres âgés, ils mettraient énormément de temps à reconstituer un système racinaire adapté au climat actuel. Ils ont poussé très haut, ils ont fait beaucoup de branches, donc ils ont trop de surface foliaire potentielle et ils ont beaucoup de mal à s'adapter aux sécheresses et aux canicules actuelles. Par contre, les jeunes arbres, au fur et à mesure qu'ils poussent, eux vont être soumis au stress du climat, aux sécheresses, à l'excès de chaleur, et donc ils vont adapter leur ratio entre surface foliaire et système racinaire de sorte à l'optimiser, et donc ils vont plus investir dans le sol que investir en l'air. Et donc ils vont s'adapter au fur et à mesure qu'ils poussent, et là encore, en termes de productivité de la forêt, dans la région méditerranéenne, les études que nous on a fait dans mon équipe ont montré que les arbres avaient beaucoup mieux résisté et étaient beaucoup plus résilients sur les 40 à 50 dernières années quand c'était des jeunes peuplements que quand c'était des peuplements âgés, et c'est pas un petit peu, c'est un facteur du simple au double en ce qui concerne les variations de la productivité globale de la forêt. Ensuite, diversifier, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, les peuplements purs, ça peut être une espèce dont on va passer les seuils critiques de résistance au climat, mais aussi parce qu'avec le changement climatique, on a énormément de maladies et parasites qui se développent, et on a actuellement énormément de dépérissements qui se produisent venant de parasites venant d'ailleurs. On a eu le cas du pin maritime qui a été décimé à 95% dans les morts. On a les ormes qui ont disparu de l'Europe. On a actuellement l'érable et les frênes qui sont décimés dans le nord-est de la France par la suie de l'érable et par la chaleureuse du frêne, etc. Donc, un peuplement pur n'est jamais à l'abri d'un dépérissement brutal et massif. Donc, diversifier les peuplements, d'autant que les expériences montrent là aussi que d'une part, les humus sont plus actifs, plus riches, avec plus de biodiversité dans les peuplements mélangés, et qu'en termes de gestion de l'eau, de façon générale, il y a un peu tous les cas, mais le peuplement, globalement, s'il est diversifié, va gagner en productivité, ou en tout cas va conserver sa productivité ou être plus résistant, plus résilient. Et après, peut-être que toutes les espèces ne vont pas en bénéficier. Dans les mélanges, les essais qui ont été faits sur des tas de mélanges un peu dans le monde entier aussi montrent que des fois, il y a une espèce qui en profite plus que les autres, avec une ou deux qui vont être plutôt défavorisées, mais le peuplement globalement va y gagner. Dans certains cas, toutes les espèces y gagnent. Dans certains cas, c'est une espèce va en profiter et l'autre ne va ni en profiter ni être défavorisée. Voilà. Donc, dans tous les cas, ils seront plus résistants aux risques naturels de maladies, de parasites ou de coups de climat extrême qui va décimer une espèce. Et dans la plupart des cas, ils vont être plus résistants, plus résilients au changement climatique. Et les sols vont être eux aussi, sous ces peuplements diversifiés, beaucoup plus résistants en termes de biodiversité et de fonctionnement. Et puis, on en a parlé dans les questions, l'ingénierie. Oui, actuellement, il y a des études qui montrent que plutôt que de déplacer éventuellement des peuplements venant de plus au sud, c'est une idée qui peut marcher dans certains cas, sauf que quand on prend des espèces plus au sud, on prend beaucoup de risques avec les coups de gel, parce qu'avec nos hivers qui sont de plus en plus chauds, les arbres ne se mettent plus trop en dormance, ou ils s'y mettent tardivement, ils démarrent au printemps, le débourrement pardon, se fait très tôt, et donc le moindre coup de gel peut créer des gros dégâts. Et on a eu l'exemple, par exemple, des pins maritimes dans les Landes, introduits du Portugal à une époque, qui ont été complètement décimés par le gel de 56. On a des peuplements de pins d'Alep dans notre région en Provence qui avaient été importés depuis le Maghreb, qui ont été énormément décimés également, quasiment entièrement décimés par des gels à la fois en 56 et en 85. Et donc, il faut faire très attention. Et par contre, donc, actuellement, on teste les adaptations à la sécheresse par l'importation de mycorhizes sur les mêmes espèces, c'est-à-dire que si on veut un hêtre qui est en train de plus ou moins dépérir dans le Jura ou en Bourgogne, peut-être qu'en important des mycorhizes que ces hêtres ont dans la zone méditerranéenne, on arrive, en tout cas
expérimentalement, c'est démontré, on arrive à ce que les provenances locales soient résistantes, parce que ce n'était pas elles qui étaient non résistantes, c'était la mycorhize, c'était l'association symbiotique qui n'était pas adaptée, et notamment la vie du sol, les champignons, les bactéries qui ne l'étaient pas. Voilà. Donc sous les peuplements éclaircis, il y a plus d'eau dans le sol. Ça aussi, c'est une idée reçue. Souvent, on dit, si on ouvre les peuplements, ça, c'est un truc qu'on nous rétorque systématiquement quand on parle du grand public, si vous ouvrez les peuplements, le soleil va arriver au sol, il y aura plus de vent, le sol va se dessécher. Là aussi, quasiment toutes les expériences qui ont été faites, hop, pardon, voilà, pardon, hop, je reviens. Voilà. Toutes les expériences qui ont été faites montrent que quand on éclaircit raisonnablement des peuplements, que ce soit l'étage dominant, dominé, le sous-bois, etc., quand on réduit la surface foliaire de façon raisonnable, on a plus d'eau dans le sol, donc plus de vie, plus d'activité. Donc éclaircir un peuplement, en dehors du fait que ça permet au peuplement de rester productif et de continuer à fixer du carbone, ça maintient la vie du sol, son activité, donc sa richesse et sa fertilité. D'autre part, puisqu'on est en région méditerranéenne et que l'eau est un facteur clé des services écosystémiques, il y a des essais qui ont été faits qui montrent qu'un hectare de plantation de pin à forte croissance, donc là c'est en région méditerranéenne mais en Afrique du Sud, en revenant à un maquis naturel moins gourmand en eau, on augmente de 85 mètres cubes le débit d'eau supplémentaire par an et par hectare. C'est ce genre d'actions qu'ils font actuellement dans certains pays secs, où ils ont fait des plantations d'espèces à croissance rapide, qui ont complètement asséché leur sol, et ils sont en train d'enlever ces plantations à croissance rapide, en tout cas d'en diminuer les surfaces, pour retrouver de l'eau et pour alimenter les populations en eau. Ça a un coût qui est 10 fois inférieur à toutes les autres méthodes, que ce soit le recyclage de l'eau, la désalinisation ou l'importation d'eau. Donc ça, voilà, ça prouve aussi que si vous voulez gérer la forêt, c'est gérer l'eau du sol, et pas seulement l'eau pour la vie du sol, mais l'eau aussi qui va retourner dans les nappes phréatiques, dans les rivières, etc. Et donc récemment, en Catalogne, il y a un article là aussi qui est paru dans Forêt méditerranéenne récemment, et les mesures sur des bassins versants et en étendant ça avec des modèles, on a montré que avec le climat que l'on a actuellement et qu'on va avoir dans les prochaines dizaines d'années, en éclaircissant les peuplements et en revenant à des pâturages dans des zones qui ont été abandonnées par l'agriculture et qui se sont embroussaillées avec des maquis ou des garrigues denses, eh bien, on arrive à gagner entre 10 et 20% sur le débit des rivières, avec tous les effets favorables que ça a, du coup, sur la biodiversité des rivières, sur l'approvisionnement des sources, sur les nappes phréatiques, et donc aussi sur l'économie pour les hommes. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel. C'est bien, tu as fait le lien avec l'eau, hein, donc on renoue avec notre cycle forêt, sol et eau. Il est presque midi, mais bon, s'il y a quelques questions, on peut les prendre. On vous lit dans le chat. Alors, je ne comprends pas bien il y a une question, notion du raisonnable et OLD, quelle règle? Oula, ça c'est une vaste question. Avez-vous des éléments à partager sur les effets du brûlage dirigé sur le sol? Avez-vous des préconisations sur la gestion des forêts après les feux? Oui. Alors sur les brûlages dirigés, il y a des études qui ont été faites sur des sites expérimentaux dans notre région. C'est les travaux de mon collègue Bernard Prévosto, qui ont été publiés à la fois, je crois, en partie dans Forêt méditerranéenne, mais aussi dans des revues scientifiques. Voilà, et qui montrent qu'en fait, le brûlage dirigé, quand il est fait à bon escient sur des sols humides, etc., va avoir l'avantage de ne pratiquement pas détruire la matière organique du sol, et de permettre, dans certains cas, par exemple dans l'épinel, la régénération qui ne se faisait pas du tout naturellement à cause de la compétition avec la végétation du sol. Mais c'est aussi des effets qui ont été prouvés comme étant très favorables dans beaucoup d'autres milieux, notamment dans le massif des Maures et dans certains autres pays du monde comme l'Australie qui pratiquent le brûlage dirigé à très très grande échelle sur des millions d'hectares et qui ont montré que ça avait un effet favorable sur la régénération des forêts, sur la survie des forêts, parce que
L'avantage, c'est que le brûlage dirigé, quand il y a des feux naturels qui se produisent, les feux deviennent beaucoup moins intenses parce qu'il y a beaucoup moins de biomasse. Un des gros problèmes de la dégradation des sols et des forêts, comme qu'on vit actuellement dans nos forêts méditerranéennes françaises, c'est que une grande partie de ces forêts ne sont plus gérées, que la biomasse y accumule énormément, et donc que l'intensité des feux y est très intense et donc très destructive. Oui, il y avait cette question, vaste question sur les OLD, obligation légale de débroussaillement, et vous l'avez compris par rapport au message qu'on a essayé de faire passer, il n'est pas du tout question, il faut surtout éviter de complètement décaper le sol, enlever la litière pour que ça soit très très propre, etc. Et il y a effectivement à l'heure actuelle des préconisations pour les OLD, à la fois pour ne pas trop perturber la biodiversité, mais aussi pour ne pas perturber justement le fonctionnement normal du sol. Voilà, et ça peut aller jusqu'à laisser aussi du bois mort au sol ou des choses comme ça. Voilà, donc il faut concilier à la fois, évidemment, on le comprend, prévention contre les incendies, mais aussi le maintien du fonctionnement et de la biodiversité du sol. Oui. Alors, il y a une question là. En agriculture, on sait que l'orge est plus résistant aux sécheresses que le blé. Dans les écosystèmes naturels, y a-t-il des différences analogues entre écosystèmes? Oui, bien sûr. Il y a dans la nature. Alors, j'ai un exemple très précis. On a fait pendant pas mal d'années, on a mis en place un réseau de plus de 500 placettes qui se veulent permanentes, où on a étudié de façon extrêmement détaillée la composition floristique jusqu'aux semis, aux petits semis, etc., l'ensemble de la structure de la forêt. Et on est revenu sur ces placettes au bout de 10 ans et récemment, au bout de 20 ans, enfin récemment en 2019. Ce qu'on a constaté, c'est que dans l'ensemble des forêts de notre région, puisque ça couvre l'ensemble de la zone méditerranéenne française, en fait, on a perdu autour de 10% des espèces dans les milieux. Et quelles sont les espèces qu'on a perdues? C'est celles que l'on considère comme mésophiles, c'est-à-dire celles qui ont le plus besoin d'eau et de fraîcheur. Et donc, oui, il y a des espèces qui ont disparu. Et par contre, à l'inverse, elles ont été remplacées par le développement, non pas en nombre d'espèces, mais en surface de recouvrement et en nombre d'individus, et en taille des individus, par les espèces les plus résistantes à la sécheresse et à la chaleur, avec un petit bémol qui commence à pointer sur la dernière étude qu'on a faite, donc en 2019, c'est que on constate actuellement aussi des dépérissements dans les zones les plus chaudes et sèches de notre région, parce que même les espèces chez nous résistantes à la chaleur et à la sécheresse, ce n'est pas des espèces d'Andalousie, ce n'est pas des espèces maghrébines. Et au cours des étés les plus chauds et secs qu'on a eu ces dernières années, on a eu des températures et des niveaux de sécheresse qui atteignaient celles de régions pour lesquelles la flore de notre région est plus adaptée. Donc on constate effectivement des dépérissements d'espèces, à la fois dans les zones qui étaient traditionnellement plus fraîches et humides, c'est-à-dire au-dessus de 500 ou 700 mètres d'altitude, sur les versants frais, les versants nord, là où il y a les sols les plus profonds. Là, on perd les espèces parce que le sol, la qualité du milieu, par les sécheresses qu'on a actuellement, devient très sec, donc ces espèces dépérissent. Et puis à l'autre bout, parce que dans les zones les plus chaudes et sèches actuellement, on dépasse les seuils critiques, même pour les plantes de chez nous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la gestion forestière. Ajeunir, éclaircir semble aller à l'encontre des guides de sylviculture à couvert continu. Des travaux de recherche sur l'effet tree packing, plus de densité, c'est-à-dire plus de productivité. Comment expliquer cette divergence? Alors, je voulais dire avant que Michel ne réponde que beaucoup de ces questions vont pouvoir être posées lors de notre séminaire. Notre webinaire, c'était donc pour faire un petit, voilà, pour donner quelques notions sur ce que c'est un sol, comment il est formé, comment il fonctionne, etc. Et que toutes ces questions liées plus à la gestion forestière, on va les aborder de manière beaucoup plus précise lors de notre séminaire qui, je vous le rappelle, aura lieu les 12 et 13 novembre à Marseille. Mais je laisse Michel répondre. Alors, en fait, ce n'est pas du tout incompatible, c'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux aussi qui préconisent d'avoir des forêts mélangées et multi-étagées, parce que par nature, elles sont plus résistantes, plus résilientes.
mais les forêts multi-étagées ont la même limite que toutes les autres forêts. La surface foliaire totale est strictement proportionnelle à la quantité d'eau disponible. Donc, très bien pour avoir des forêts mélangées et multi-étagées, mais avec le changement climatique, si on n'arrive pas à une densité de végétation plus faible, on va avoir aussi des dépérissements. Et la preuve en est, c'est que même dans les forêts vraiment naturelles, dites primaires, même si elles ne sont pas totalement, qui sont par nature multi-étagées et qui sont par nature extrêmement mélangées, on a actuellement des dépérissements, notamment par exemple en Amazonie. On a constaté que le réchauffement, enfin l'augmentation du CO2 avait tendance à augmenter la productivité globale de la forêt dans les sites qui n'avaient pas été trop dégradés actuellement. Mais par contre, on observe une mortalité accrue, pratiquement doublée, des grands arbres dominants. Et ce qui est très important, des lianes, parce que les lianes, dans ces milieux, ont une surface foliaire qui est absolument colossale, qui parfois peut dépasser celle des arbres dans certaines zones. Et donc, par manque d'eau, même si le milieu est très riche, très varié et multi-étagé, on a des espèces qui dépérissent. Alors, on a une question sur la matière organique après incendie. Est-ce que l'on connaît la proportion entre la perte par combustion et par érosion par la suite, sur un versant moyen et sur plusieurs années? Ça dépend tellement. Voilà, ça dépend. Ça dépend beaucoup de l'intensité du feu. Donc là, on a des essais qui ont été faits en la matière. On a étudié un petit peu ça. Et ce qu'on a vu, c'est que comme les feux actuellement sont de plus en plus puissants, on constate que par rapport au passé, où par exemple, quand il y avait un tapis herbacé, eh ben, les herbes étaient brûlées, mais je veux dire, il y avait quand même toutes les parties de la base des plantes, la base des herbes, et puis il y avait encore toutes les petits arbustes dont les souches au moins étaient présentes en surface, etc. Et donc, ça limitait l'érosion. Actuellement, les feux sont tellement puissants que pratiquement il ne reste plus aucune végétation. Le sol est nu, il y a un tapis de cendres qui en plus est en général hydrophobe, donc qui va empêcher l'eau de s'infiltrer. Ces cendres vont colmater l'ensemble des pores de la surface et des espaces entre les turicules et les autres agrégats, et donc vont empêcher l'eau de s'infiltrer, et ça va provoquer de l'érosion. Et donc, avec les feux actuels très puissants, on a un effet qui est déjà directement plus négatif par la combustion profonde de la matière organique de surface. C'est donc brûler sur 1 cm, ça va brûler sur 3 cm d'épaisseur. Donc quand on sait que la matière est concentrée sur 5 cm, ça fait beaucoup de pertes. Et puis, voilà, il n'y aura plus les rémanents de la végétation, il n'y aura plus les petites brindilles qui couvraient le sol, il n'y aura plus, vous voyez, toutes ces qui ne brûlaient pas forcément dans le passé, qui maintenant brûlent parce que le milieu est beaucoup trop chaud et sec et qu'il y a souvent de la matière morte accumulée, donc des feux beaucoup plus puissants au niveau, des températures beaucoup plus élevées au niveau du sol. Alors, je reviens là sur la question du replay. J'espère que la coupure qu'on a eue et on a dû changer d'ordinateur en plein milieu de webinaire n'a pas été voilà, préjudiciable et j'espère vraiment que le replay pourra fonctionner en deux parties. Donc, malheureusement, on vous tiendra au courant, bien évidemment. Une autre question, un commentaire. En cas de sécheresse répétée, on a aussi intérêt à recéper les taillis pour permettre la survie. Expérience sur des taillis d'eucalyptus au Maroc. Voilà. C'est plus un commentaire. S'il y a un petit commentaire à faire, c'est que déjà, on n'est pas obligé de recéper totalement et que les taillis, c'est comme les autres. Il y a une expérience donc, sur le site expérimental du CEF de Montpellier, sur les taillis de chêne vert, où il y a eu exclusion de pluie, un peu comme ce que fait l'IMBE sur Saint-Michel l'Observatoire. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait éclairci les taillis, c'est-à-dire qu'au début, donc, en excluant la pluie, il y a des endroits où on avait aussi coupé un brin sur 3, un brin sur 2, par exemple, sur les souches de taillis, et que ces taillis éclaircis avaient beaucoup mieux résisté au stress, à la sécheresse, que les taillis non éclaircis. Donc là encore, c'est la même règle, il y a moins d'eau, il faut qu'il y ait moins de surface foliaire. Donc on peut les recéper si on s'y est pris trop tard et qu'ils se sont desséchés, mais des souches qui se sont desséchées, elles ont aussi perdu beaucoup de racines et la repousse sera de toute façon moins vigoureuse que ce que c'était à l'origine. Voilà, et donc idéalement, il vaut mieux éclaircir avant
que de subir après. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais remercier nos trois conférenciers, Jean-Claude, Thierry et Michel, qui nous ont donné toutes les informations utiles pour pouvoir aborder maintenant la suite de nos travaux, connaître un peu mieux le sol, pour en parler de manière plus détaillée au cours de notre séminaire. Je vous ai mis en lien le programme et également le lien pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas parce qu'on va continuer sur notre lancée pour aller un peu plus loin sur cette question. Voilà, je transmets là tous les remerciements que je vois dans le chat aux intervenants et vous remercie également de votre attention et de votre patience à cause de nos petits soucis. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Ça va? Impeccable. Oui, ouais. Oui,